Bien, Bonjour Macha. comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça roule, ça va bien. Donc là, on est au lendemain des fêtes de Noël, on est le Mm. 26 décembre. Et donc, tu as accepté de prendre un petit temps pour qu'on discute un petit peu de ton parcours dans l'accompagnement boule de vie. Je crois que tu as rejoint le programme il y a à peu près un an, il me semble, quelque chose comme Oui, c'est ça, c'était ouais, fin novembre 2021. Ouais. ok, donc quasiment un an pile. Là, tu touches à la fin, il te reste deux, trois rendez-vous quoi, réservés, mais globalement, tu as fait le tour de l'aventure. C'est ça. Il y a un an, donc ça, enfin voilà, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais dans que j'avais cette problématique autour de la nourriture, que je souffrais de boulimie, donc ça faisait déjà plus, on va dire 6, 7 ans peut-être, même plus en fait. J'avais cette problématique qui était que je n'avais pas une relation saine avec la nourriture, que je voyais bien que j'avais pas la même relation que les autres avaient, surtout avec la nourriture, que j'avais l'impression de pas avoir de contrôle, enfin que les autres avaient le contrôle, mais que moi non. Donc c'était surtout ça en fait ma grosse problématique. Je voyais qu'il y avait un truc qui allait pas, que c'était pas normal, pas comme les autres. Et donc j'avais cherché, j'avais déjà essayé plein de d'autres alternatives. J'avais essayé l'hypnose plusieurs fois. J'avais essayé j'étais allée voir une kinésiologue. J'étais allée voir un psy pendant plus d'un an. J'allais le voir loin parce que j'avais vu que soi-disant il était spécialiste dans les TCA, mais bon, j'avais pas vraiment l'impression que c'était le cas. Voilà, j'avais essayé vraiment plein de choses depuis plusieurs années. Ça faisait à peu près 4-5 ans que je voulais vraiment m'en sortir et que j'essayais plusieurs choses. Et je me souviens, c'était un soir où on était avec des amis, on finissait un week-end, un gros week-end où justement j'avais pas du tout réussi à me contrôler. C'était vraiment, j'avais l'impression que c'était n'importe quoi, que j'avais beaucoup trop mangé, que c'était toujours de façon frénétique. Et je me souviens, on était ensemble, et puis bon, moi je traînais un peu sur mon ordinateur, sur mon téléphone, et puis je cherchais un accompagnement, mais avec quelqu'un qui serait vraiment spécialisé là-dedans. Et je me souviens être tombée sur ton site, avoir regardé un petit peu, et le lendemain, je crois que j'ai regardé ta vidéo de présentation. Et en fait, quand j'ai vu que tu disais, que tu racontais ton expérience, que toi-même t'avais souffert de ça, et ben, ça m'a paru vraiment comme une évidence. Je me suis dit, ah ben, enfin quelqu'un en fait qui sait ce que c'est, qui a vécu la même chose, et quelqu'un qui est spécialisé et qui pourrait m'apporter des choses pour vraiment m'en sortir. Tu dis, en fait, quand tu m'as contacté, tu étais dans une relation douloureuse à la nourriture parce que tu ne mangeais pas comme les autres et tu avais Oui, c'est ça. l'impression que c'était pas normal. Mm. Est-ce que tu veux bien dire un peu comment c'était pas comme les autres pour toi, en fait? Qu'est-ce qui était différent? Alors déjà, c'était surtout, par exemple, quand moi, dès qu'il y avait de la nourriture, j'étais obligée de manger. Je ne pouvais pas m'en empêcher, en fait. Mm, Même si j'avais pas faim, même si j'avais trop mangé avant, je pouvais pas m'en empêcher. mm, Et je voyais que les autres, bah, ils disaient non, là, ça va, j'ai plus faim, ou j'ai pas faim maintenant, donc je mange pas maintenant, ou à l'inverse, s'il y a des moments où ils avaient envie de beaucoup manger, bah, voilà, ça les gênait pas. mm. Et je voyais que moi, c'était pas du tout pareil. Moi, il y a de la nourriture, il faut que je mange, quoi. Je peux pas faire autrement. Donc, Et ouais. j'avais honte aussi justement, dès que je mangeais devant les autres, je me sentais honteuse. Je me disais, on va voir que je mange beaucoup, que je peux pas m'empêcher. Mm. Voilà. Ok, donc d'un côté, c'était plus fort que toi, en fait. Tu te sentais pas du tout aux commandes et tu faisais des crises aussi de boulimie encore à cette époque. Oui, 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 ça m'arrivait d'un coup, je mangeais beaucoup, 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 et j'étais obligée de faire, comment dire, d'utiliser des stratégies pour pas être trop seule chez moi, parce que sinon je savais que ça allait finir comme ça. Et du coup, je me disais, donc j'entends que tu as découvert mon site et puis tu as vu que j'étais passée par là. Mais je me demandais pourquoi quand même cette approche. Parce qu'en fait, je pense que aujourd'hui, des thérapeutes ou des coachs qui ont vécu les TCA, il y en a pas mal.
Et l'approche que je propose, elle n'est pas forcément conventionnelle, enfin, elle n'est pas habituelle. En fait, qu'est-ce qui t'a parlé au-delà du fait que je sois passée par là, à moins que ce soit que ça, hein. Le fait que ce soit, que tu décrives que c'était pas la nourriture le problème, que c'était autre chose. Mm, Et là, je me suis dit, ah bah, enfin, c'est marrant parce que ça fait très longtemps que j'en souffre et j'ai l'impression d'avoir quand même essayé de trouver des solutions. Et je me suis dit, ah bon, bah d'accord, ça, je le savais pas forcément. mm, Et je me suis dit, ah bon, bah voilà, j'ai vraiment envie d'aller voir du coup ce que ça pourrait être. Et il y avait aussi les groupes qui m'intéressaient mm, parce que j'avais commencé à voir que les groupes, apparemment, c'était vraiment quelque chose de très enrichissant et qui permettait vraiment d'avancer. mm. Et j'ai vu que tu en proposais et je crois que ça m'a décidé. Ok. Et du coup, avec le recul, ce postulat de base que la nourriture est pas le problème, en tout cas pas l'angle, tu le valides, c'est comment pour toi? Enfin, ou Ah plutôt. bah maintenant, ça me paraît tellement évident, je me dis, mais comment j'ai fait pour pas le savoir en fait? Ouais, ça me paraît vraiment évident. Est-ce qu'au moment où juste où tu m'as contacté, tu as eu des craintes, des doutes, des appréhensions qui font que tu aurais pu ne pas forcément te lancer? La seule chose, je crois que c'était le prix parce que je me suis dit, si ça fonctionne pas, euh, voilà, c'était quand même une somme importante et je me suis dit, mince, ça fonctionne pas du tout, je serais embêtée. Et, euh, et en fait, je pense que maintenant, avec le recul, je me dis, dans tous les cas, enfin, ça m'a fait énormément de bien, mais je pense que à n'importe qui, ça peut faire juste, même si on s'en sort pas totalement, par exemple, il y a une avancée qui est énorme vers un mieux-être qui est. Enfin voilà, donc en tout cas maintenant je le regrette pas du tout. Je me dis, je pense que c'est le meilleur cadeau que je me suis fait. Mais c'était la seule crainte. Je me suis dit mince parce que bon, du coup forcément j'avais déjà dépensé pas mal d'argent avec tous les spécialistes que j'étais allée voir. Quand on me contacte ou qu'on entre dans un programme comme ça, en général, vraiment la demande de départ, c'est je veux que tu me débarrasses de mes crises, quoi. Je veux vraiment que tu me dises comment ne plus être dans l'obsession, ne plus faire de crise. Et dans la grande majorité des cas, ce qui se passe, c'est vraiment un mieux-être global, des crises moins fréquentes, moins... Enfin, en fait, on s'achemine, j'aurais envie de dire, d'un trouble alimentaire vers de l'alimentation émotionnelle, et puis petit à petit, ça va lâcher aussi. Mais le timing, il est souvent beaucoup plus long que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que souvent, on voudrait... En tout cas, dans mon approche, hein, il y a des approches qui voilà, on désactive des compulsions très vite. Dans l'approche que je propose avec ce postulat de base, on cohabite avec ces crises pendant un moment et en fait, elles vont prendre de moins en moins de place, être de moins en moins fréquentes et puis le regard dessus change. De sorte que je crois que quand les crises sont moins douloureuses et moins fréquentes, on est capable aussi de voir tout le reste, c'est-à-dire de voir que en fait, on a grandi sur beaucoup d'autres choses et que finalement, on est vraiment capable, je crois, mais tu vas me le dire, d'accepter de coexister encore avec ces résidus de crise ou ces crises qui restent, le temps de continuer à se créer de la solidité intérieure, de la sécurité intérieure. On n'est plus forcément dans une urgence comme en début où vraiment il y a l'idée de si je ne fais plus du tout zéro de crise, alors ça n'aura pas marché pour moi. Tu vois, il y a quelque chose un peu, je Ouais, pourrais dire ça. ouais, tout à fait, ouais. C'est ce que j'avais en tête, on va dire, au début. Je me suis dit, bah voilà, moi, mon objectif, c'est de plus faire de crise du tout. Et là où j'en suis maintenant, je pense que je suis plus maintenant dans l'alimentation émotionnelle. Je pense que c'est plus quelque chose comme ça. Et ce qui a vraiment changé, c'est qu'en fait, j'ai plus peur, par contre, on va dire, de faire des petites crises ou de manger un peu trop. En fait, ça me fait plus aussi peur qu'avant. Avant, je me disais, bah ça y est, c'est la cata, j'ai pas réussi, va falloir que je recommence. Là, c'est plus du tout ça, en fait. Maintenant, je me dis, bon, bah, ouais, j'ai peut-être un peu trop mangé, mais bon, c'est pas très grave. J'ai vraiment, mon rapport a changé enfin, avec ça, oui, ça a bien changé. Ça pourrait être comme si il y a des endroits quand même où tu continues vraiment de sentir que c'est pas ajusté par rapport à ce que tu voudrais manger. Enfin, je pense que tu parles dans ton corps, tu sens que tu as trop mangé ou tu sens que tu as besoin de contrôler.
où tu sens peut-être que tu fais encore des crises d'ailleurs, et je serais curieuse de savoir euh, à quoi elles ressemblent, enfin, c'est-à-dire comment tu les vis, quelle proportion elles prennent, etc. Mais je pourrais entendre que c'est comme si l'alimentation prenait moins de place dans ta vie, en fait, reprenait quelque chose, une place un peu plus juste. Et c'est plus une menace constante de dérapage, mais quelque chose avec qui tu es de plus en plus confortable. En tout cas, c'est en chemin, ce que j'entends. Oui, c'est ça. C'est pas, on va dire, la relation idéale Mm. que j'imaginais, que j'enviais beaucoup. Mais c'est ça, je me sens beaucoup plus paisible avec la nourriture. Je fais beaucoup moins de crises. Je pense que c'est même plus vraiment des crises, en fait. C'est plus que je me dis, bon, bah, voilà, j'ai un peu trop mangé, j'ai peut-être le ventre bien plein, ou alors, comment dire, ou alors j'aimerais bien compenser un peu ce que j'ai mangé les jours d'avant, mais c'est plus aussi douloureux qu'avant. Mm. Ouais. C'est souvent, et enfin, en tout cas, le processus que tu décris, je l'observe souvent. C'est que vraiment, comme je te dis, on va passer d'une vraie boulimie ou hyperphagie, c'est-à-dire on est complètement obsédé par la bouffe. Et l'enjeu, c'est d'éviter surtout de faire la crise. Et quand on fait une crise, c'est le truc le plus grave du monde et il faut compenser. Ça prend vraiment toute la place à déjà quelque chose de plus ajusté ou, bah voilà, des fois, je vois bien que je suis dans l'émotionnel, mais ça prend pas, c'est pas du tout aussi grave, c'est pas du tout aussi spectaculaire. Et déjà, déjà, ça change la vie. Enfin, moi, je sais que c'était mon processus. Et déjà, quand tu es à cet endroit où tu es dans l'alimentation émotionnelle et puis tu es en train et même là-dedans, tu es en train de créer quelque chose de plus en plus confortable, moi, je trouve que la vie est quand même beaucoup plus facile que quand on est complètement prise avec la bouffe constamment. Et souvent, on se souvient même plus forcément de à quel point c'était dur, en fait, Mhm. de penser qu'à ça tout le temps et d'être constamment dans une stratégie d'évitement de la crise, tu vois. Et parfois, on a passé des années dans un rapport très, très, très douloureux à la nourriture, très addictif. Et quand on sort de ça, bah, on peut même oublier à quel point c'était. Moi, je me souviens de ça, je trouve. J'ai oublié à quel point c'était dur, quoi, à quel point c'était l'enfer. Oui, ça me le fait aussi un peu. Des fois, je me dis, enfin, je vois où j'en suis là aujourd'hui. Je me dis, bon, bah, c'est pas parfait. J'ai l'impression d'être dans cette situation depuis un moment. Et en fait, quand je regarde là où j'en étais, je pense que le bilan que j'ai fait là au bout d'un an, ça m'a permis de voir l'évolution, de voir à quel point ouais, beaucoup de choses avaient changé, avaient évolué. Mm, Et, euh, et que je partais de loin quand même. Et que mm, finalement, la relation à la nourriture et aux crises avait quand même vraiment beaucoup, beaucoup évolué. mm. La relation idéale que tu imagines avec la nourriture, ça serait quoi? Je pense que ça serait de vraiment écouter à 100% mes sensations, en fait. Quand j'ai faim, je mange, mais pas trop. Quand j'ai pas faim, je mange pas. Et je crois que ça serait ça vraiment, la relation idéale. Voilà, une fois que tu as mis le pied dans l'accompagnement, comment c'était pour toi? Comment tu l'as vécu globalement? Alors, bah, au début, je me souviens que j'avais l'impression que ça y est, je découvrais tout, en fait, que je comprenais la solution, on va dire, enfin, que je comprenais d'où venait le problème. Donc, j'étais j'étais assoiffée, j'écoutais tous les audios plein de fois, je regardais tous les exercices, j'essayais de les faire, j'assistais bah, au groupe, je faisais des appels. Enfin, j'étais vraiment hyper motivée et j'étais vraiment contente, en fait. Mm, Et après, il y a eu un moment où les exercices, ça devenait plus difficile, et puis mhm, où en fait, je me rendais compte que ce que je faisais dans la vie de tous les jours, le fait de rechercher la perfection, de tout faire hyper bien, et bah ça y est, ça, je le faisais aussi avec la thérapie. ouais, Et je me souviens qu'on en avait discuté et tu m'avais dit que si je lâchais un peu et que je prenais plus de plaisir à faire les choses en attendant, prenant le temps, ça serait beaucoup plus efficace. Parce que moi, j'avais en tête qu'il fallait que je fasse la thérapie, les exercices, écouter les audios, tout ça le mieux possible et le plus vite possible pour vite évoluer, progresser, changer. Et je voyais que ça me demandait trop d'efforts finalement. mm, Et à partir du moment où j'ai lâché, et ben là c'est devenu beaucoup plus fluide, beaucoup plus plaisant. J'étais bah, moins assidue, mais
Par contre, il y avait beaucoup d'autres choses qui commençaient à faire leur chemin et c'était vraiment plus agréable. Mm. Et, et je pense que donc j'ai fait un tiers vraiment où j'étais à fond, mais c'était un peu dur des fois, je me forçais un peu. Et deux tiers après où j'ai vraiment lâché. Et là, je vois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé et je prenais vraiment plus de plaisir. Enfin, je pourrais entendre et je crois vraiment que ce que tu partages là, ça fait partie aussi de l'expérience. T'es vraiment pas du tout la seule à être dans ce mode bon élève et c'est très souvent une discussion qu'on a à un moment parce que on peut partir très enthousiaste, je vais tout faire parfaitement, je suis à fond et puis à un moment on s'essouffle. Et souvent, ça permet cet essoufflement, cette prise de conscience qu'en fait, je me comporte avec la thérapie, avec l'accompagnement comme je me comporte avec à peu près tout. C'est-à-dire, je vais être la bonne élève de la vie. Tu sais, j'ai fait un audio là il y a 2 jours sur le groupe, je sais pas si tu l'as entendu, mais un peu là-dessus, il y a un côté, comme tu dis, si j'engrange plein d'infos très très vite, alors je vais très très vite changer, je vais très très vite guérir. Et ça fait partie en fait de ce qui maintient dans le trouble alimentaire, c'est cette croyance que je suis pas normale, je suis pas assez, que je dois changer des trucs. Et quand je les aurai changés, alors là c'est bon, je pourrai enfin être heureuse, je pourrai enfin profiter. Et du coup, une des clés, et c'est hyper important vraiment, comme tu le dis, c'est vraiment profiter du chemin maintenant, avec les crises, avec la douleur, avec les difficultés, et de pas se mettre dans une pression, enfin vraiment de profiter de la route. Et ça peut être facile et fluide. Ça demande une présence là. Hein. C'est pas genre être en dilettante. Ça demande une certaine présence, mais c'est pas obligé d'être tout crispé et de s'infliger des choses. Et s'écouter dans la thérapie, ça fait partie du travail. Il y a comme une espèce de mise en abîme en fait, tu vois. Mm, Qu'en fait, même quand on n'est pas dans l'hyper-contrôle, il se mm. passe des choses et que parfois même quand on lâche, ça va plus vite, plus profond, plus loin. Ah bah totalement, totalement parce que effectivement de prendre le temps, de lâcher, de de plus attendre autant de choses aussi. Parce que quand on travaille beaucoup, forcément, on attend beaucoup. Donc là, je me disais, bon, bah, je fais pas trop, enfin, je fais pas, c'est par plaisir, c'est pas trop des efforts, donc j'ai le temps. Et du coup, ça changeait plus facilement. Et aussi, ce lâcher prise, en fait, bon, ça m'a demandé plusieurs rendez-vous avec toi, plusieurs choses, mais en fait, je l'ai vite adopté dans ma vie, en fait. Mm. Et, et ça, je pense que ça m'a permis beaucoup de changements aussi. Rapidement, après, je me suis dit, mais oui, en fait, si je fais les choses par plaisir, euh, ou du moins en essayant de faire que ça soit plus par plaisir, ou en attendant que ça soit le bon moment, et ben, ça a été tellement plus facile. Mm. Et je crois que ça a été un des gros changements. Mm. Parce que je me souviens qu'au début, tu étais dans quelque chose où tu décidais avec ta tête de ce que tu devais faire, comment le faire, dans quel ordre, à quelle heure. Mm. Et tu avais beaucoup de mal. C'était très insécurisant pour toi si tu faisais pas les choses comme c'était prévu. Ouais. Et là, j'entends qu'il y a quelque chose de, quand tu parles de lâcher, bah, où t'es sorti de ça. Ça, pour moi, c'est de la restriction cognitive aussi. T'as lâché quelque chose de l'ordre de l'ingérence du mental sur voilà comment je suis censée passer ma journée, voilà ce qu'on doit faire normalement pour aller plus vers c'est quoi qui est juste pour moi, en fait. Et totalement, par exemple, pour ce qui est par exemple, des bilans en parlant de la thérapie, il y a des fois où vraiment ça me coûtait trop et je me disais, ben, tant pis, je vais attendre une semaine de plus. Et à l'inverse, la semaine d'après, bah, j'étais trop contente de le faire. Il y avait plein de choses qui venaient. Et ça, je m'en suis rendu compte. Du coup, après, je l'ai appliqué dans ma vie. Il y a des choses que j'avais pas trop envie de faire sur le moment. Et je me disais, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, il y a un autre moment où bah, ça ira mieux, tu auras plus envie de le faire et ça sera plus facile. Mm. Et voilà. Et forcément, bon, bah, il y a des choses, on n'a pas le choix, il faut les faire à tel moment, tel jour, ou les rendre à tel moment. Mais il y a tellement tellement de choses où on a le choix. Oui. Et c'est ça, maintenant, je suis beaucoup plus dans le qu'est-ce qui est juste pour moi, plutôt que dans le je dois le faire, je dois faire ça, je dois. Ouais, c'est vraiment capital ce que tu dis. Moi, je vois vraiment, c'est ça, hein. C'est un exemple de réunification de choses qui sont séparées, tu vois, je m'applique des règles que je définis avec mon mental, donc aussi avec ce que l'extérieur attend de moi.
Mm. en me demandant jamais si ça me va. C'est comme ça qu'on est hein, quand on est dans le trouble alimentaire. Ah oui, bah j'étais totalement comme ça avant, ouais. Mm. Et si j'arrive pas à le faire, c'est que j'ai pas fait assez d'efforts, c'est que j'ai un problème, c'est que je suis faible. Tu vois, rien que d'en parler, je trouve ça oppressant. Et je suis vraiment contente que tu de t'entendre Mm. mettre plus de souplesse et d'écoute, quoi. C'est clair que ça change tout, 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 tout. La vie est plus du tout pareille. Ok, peut-être je peux te proposer de parler un petit peu des groupes si tu es d'accord. Comment ça s'est passé pour toi? Voilà, qu'est-ce que tu as envie d'en dire? Alors les groupes, pour moi, ce qui a été un petit peu difficile, c'est que j'avais du mal, on va dire, à prendre la parole Mm. parce que je suis quelqu'un d'assez réservé, on va dire. Et, euh, et j'ai toujours peur de justement pas être à la bonne place, de prendre trop de place ou pas assez. Et ça, je l'ai ressenti à 100% dans les groupes. À chaque fois, je me disais, est-ce que je parle assez? Est-ce que je parle pas trop? Et ces groupes m'ont permis en fait de me rendre compte qu'il y a des moments où j'ai pas envie de parler, j'ai envie de d'écouter au contraire, et j'ai rien de spécial à dire. Et petit à petit, je me suis rendu compte que en fait, j'avais le droit de faire ça finalement, si c'est ce qui me convenait le mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti pendant les groupes et que ça a été un espèce de révélateur de ce que je passe, de ce que je vis en fait. C'est très intéressant comme tu le dis. Moi, je crois que effectivement, les groupes, c'est un espace de 2 heures ou 3 heures, ça dépend des moments. En tout cas, tels qu'ils sont aujourd'hui. Après, il y a des groupes d'une journée maintenant, mais je veux dire, c'est un espace dans lequel on est ensemble pour vivre quelque chose qui va peut-être être confortable, peut-être pas trop, souvent pas trop. Et en fait, c'est comme un vrai accélérateur, un gros miroir grossissant de comment je suis dans la vie avec les autres. C'est-à-dire que toutes mes peurs, toutes mes difficultés relationnelles, tous les endroits de friction, ils vont automatiquement être amplifiés dans un groupe comme ça. C'est ça. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans le groupe, c'est que tout de suite, je l'ai ressenti vraiment tout de suite. J'ai vraiment compris que c'était peut-être le seul endroit au monde où on pouvait être honnête, vraiment dire ce qu'on pensait, ce qu'on ressentait, sans être jugé, sans... parce que ça faisait partie de la règle en fait. Et ça a été, je crois, la chose que j'ai préférée. Je me disais, bah là, si je ressens quelque chose ou que j'ai envie de dire quelque chose, je peux le dire. Je ne serai pas jugée ou on va pas croire que j'en veux à quelqu'un ou Mm, voilà. Et ça a été incroyable. Et j'ai l'impression que c'est le seul endroit au monde où on peut faire ça parce que sinon, dans la vraie vie, ben forcément, on va croire que qu'on peut en vouloir à quelqu'un ou ça peut être mal interprété ou mm, il y a aussi ce que j'ai vraiment apprécié pendant les groupes, c'était que d'être qu'avec des personnes qui souffraient de la même chose que moi, on va dire. mm, Et, et en fait, je me suis rendu compte qu'on était vraiment beaucoup finalement à ressentir les mêmes choses, à avoir les mêmes souffrances. mm, Et ça a été vraiment incroyable. Je me suis dit, ah, mais en fait, je suis pas seule en fait. Et mm. à chaque groupe, je me rendais compte de choses comme ça et je me disais, mais je suis pas seule à vivre ça et ça faisait vraiment du bien. Et quand tu parles de ça, j'imagine que tu parles pas forcément du trouble lui-même, tu parles pas forcément de... Oui, tout à fait, voilà, de plein plein d'autres choses de la vie. Je me disais, ah, mais moi aussi d'habitude je ressens ça dans telle situation. En fait, je suis pas la seule. Et ça a été vraiment un espèce de d'immense soulagement. Je me suis dit, ah mais ouf, en fait, je suis pas anormale. Tu vois, sur le jugement, en fait, je crois qu'on peut pas s'empêcher de juger, c'est humain de juger, mais je crois que dans les groupes, on apprend vraiment à prendre du recul avec ces pensées-là. Et on apprend que c'est pas personnel aussi. C'est peut-être ce que tu disais tout à l'heure. Oui, oui, En fait, si je suis dérangée par ce que tu dis, c'est pas que je suis dérangée par la personne que t'es. Et il y a quelque chose d'effectivement de sécurisant à pouvoir exprimer des choses vraiment inconfortables en ayant comme la certitude, si on reste dans le processus, c'est-à-dire si on part pas du groupe, qu'on va traverser ça, que c'est-à-dire que vraiment, on peut pas en sortir blessé, en fait, si on en fait quelque chose. Et je crois que ça apporte beaucoup de sécurité relationnelle, de savoir que c'est possible, en fait, d'être comme on est, d'exprimer ce qu'on ressent, même si c'est pas confortable, et de pas rompre le lien. Parce que souvent, dans la vie d'une personne qui vit un trouble alimentaire, qui a des relations avec les autres douloureuses,
il y a vraiment cette peur d'être abandonnée, d'être rejetée. Donc, je vais éviter de dire un truc qui dérange. Je vais tout le temps penser à comment je dois parler, comment je dois faire pour plaire, surtout. C'est étouffant. Donc, dans les groupes, on apprend plein de choses, mais notamment, bah, j'ai le droit d'être là comme je suis, ce que tu disais, sans parler, si j'ai envie. Ça a le droit de déranger les autres d'ailleurs, ils peuvent me le nommer et je peux comprendre que ça parle d'eux et pas de moi. Et puis, il y a ce que tu as dit aussi, j'en remets une couche parce que vraiment, moi, je crois tellement au groupe, j'ai fait des groupes, enfin, je fais du groupe encore, même dans mes formations, je trouve ça tellement puissant, je trouve qu'il n'y a rien de plus rapide et puissant que le groupe. Quand c'est un groupe avec les bons codes, hein, je parle pas forcément de groupes de parole, où c'est très, ou des groupes avec beaucoup de bien-pensance, mais des groupes comme ça, un peu plus, on va dire, libres. Et j'entends aussi que on découvre que les autres aussi ont des pensées honteuses et que les autres aussi jugent et que les autres aussi ont des parts d'ombre et que souvent elles ressemblent beaucoup aux nôtres et qu'en fait on est vraiment pas tout seul, comme tu disais. Et il y a quelque chose d'assez libérateur à oser nommer. Voilà ce truc que j'aime pas trop chez moi en fait. Et je le dis et je découvre que il y en a d'autres qui se reconnaissent dedans. Comment t'imagines que ce serait pour toi aujourd'hui si t'avais pas sauté le pas de cet accompagnement? Alors, bah, si j'avais pas fait cet accompagnement, déjà, je serais toujours torturée par l'idée que je suis pas normale, que les autres, ils se débrouillent super bien, mais moi non. Que voilà, voilà, je suis pas normale parce que cette relation à la nourriture est pas normale en fait. Mm, Donc déjà, je penserais toujours ça. Je penserais toujours que le problème, ça vient de la nourriture. Je penserais pas que ça vient d'autre chose. Je serais toujours, je pense que je serais toujours dans des je dois, à faire toujours plein de choses, mm, sans me poser de questions et en étant sûre que c'est des choses que je dois faire et que j'ai pas envie de faire. mm, Parce que ce qui est étonnant, c'est que maintenant, en me posant la question, je me suis rendu compte en fait qu'il y a des choses que j'ai envie de faire en fait. Je les fais parce que ça me plaît finalement. mm. Et avant, je me disais non, mais je dois les faire, donc ça me pesait ou voilà, comme dans tous les cas, j'avais pas le choix, il fallait que je les fasse, et ben c'était pesant. Et donc voilà, il y avait j'étais tout le temps dans je me reposerai quand j'aurai tout fini, mais évidemment, j'avais jamais fini, jamais, il y avait toujours autre chose à faire. Donc c'était quelque chose qui était très présent. Et surtout, voilà, si j'avais pas fait cet accompagnement, je pense que les autres, le regard des autres, serait toujours ma priorité. Et je serais toujours dans je dois plaire, je dois être parfaite, je dois absolument être intéressante, je dois faire en sorte qu'on me valide, Mm. sans penser à moi. Voilà, je pensais toujours qu'est-ce que les autres pensent. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Maintenant, c'est ma priorité, c'est moi, c'est ce que j'en pense moi. Mm. Et ce que les autres en pensent, c'est toujours là quand même. Parce que c'est important finalement, mais ça passe plus en premier. Voilà. Et ça, c'est quelque chose ouais, d'énorme. Trop bien, trop cool. Mm. Si tu avais quelque chose à transmettre aux personnes qui peut-être hésitent à sauter le pas, ou si tu te parlais à Chloé d'il y a un an et que voilà, qui peut-être se demandait est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que tu transmettrais? Bah, la première chose, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est que là où je pourrais conseiller quelqu'un de sauter le pas, c'est en fait, on se rend compte avec cette thérapie qu'on n'est pas seul en fait. Mm. Et ça, je crois que c'est ouais, le truc le plus énorme, c'est que je me suis dit, mais en fait, je suis pas seule et ça fait vraiment énormément de bien. Mm. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire parce que même si j'avais des craintes que ce trouble ne disparaisse pas, en fait, j'ai tellement évolué, il y a tellement de choses qui ont évolué et vers un mieux-être. Et je pense que c'est impossible que ça fonctionne pas un petit peu Mm. pour les personnes qui s'engagent là-dedans, je pense. Je pense que n'importe qui trouvera des outils, des clés pour aller mieux finalement. Mm. Et ça vaut le coup. Mm. Tu parlais de la difficulté avec le prix, que ça fait beaucoup d'argent et on veut vraiment être sûr que ça va valoir la peine, quoi. T'es pas obligé de nous dire exactement, mais je me demandais si tu voulais bien partager peut-être quelle était ta profession
ou ton niveau de vie? Juste pour voir, en fait, la vraie question, c'est ce que ça représente quoi pour toi cette somme? Tu vois, est-ce que tu es quelqu'un qui gagne 15 000 € par mois et auquel cas, bon, bah, c'est chiant de sortir 2 000 € mais ça va. Bah, je suis enseignante et donc bah, je gagne à peu près 2 000 € par mois et j'ai une maison qui me coûte un petit peu cher. Voilà, j'ai un prêt de voiture aussi, donc c'était une somme qui était quand même assez conséquente. Et vraiment, au début, je m'étais dit, ah non, c'est impossible, en fait, je pourrais pas investir autant. Et petit à petit, plus je me renseignais sur cette thérapie, et plus je me disais, si, en fait, là, je sens que c'est ça, je sens qu'il faut que je le fasse. Et je me suis dit, peu importe la somme, Est-ce que, avec le recul, tu trouves que la somme est à la hauteur de ce que tu as reçu? bah, totalement, moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que c'est pas juste parce qu'aussi j'avais comparé, je me disais oui bon bah par exemple si je fais je sais pas 4 séances de psy par mois finalement je me disais bah c'est pas non plus ça fait pas une différence énorme en fait. Et finalement avec tout ce que tu proposes, tous les audios, tous les bilans, tout enfin, en fait voilà t'es là tout le temps en fait. Si on a besoin on t'envoie un mail, on t'envoie un message et t'es là. Et il y a les groupes, il y a les rendez-vous. Enfin je me dis c'est un investissement de ta part qui est énorme et qui vaut largement, ouais, qui vaut largement le prix, c'est sûr. Mais c'est aussi un sujet dont il faut parler, je crois, parce que voilà, c'est l'argent fait partie de l'équation et ça Oui, peut être pas évident de s'accorder à soi cette somme-là aussi, de se dire je vais mettre tout ça pour moi alors que je suis même pas sûre que ça a marché. Ok, alors moi je te remercie beaucoup. Vraiment, c'est un plaisir de te connaître, c'est vraiment un plaisir de travailler avec toi et de te voir lâcher petit à petit et oui, continuer. Et je sais que c'est que le début que tu vas, je sais que tu oui, vas continuer ton chemin brillamment, clairement, et que tu vas continuer de lâcher des choses, de déconstruire et tout. Et je te remercie beaucoup pour ce moment-là, en fait, vraiment parce que c'est précieux pour moi, c'est vraiment précieux pour mon activité, mais c'est aussi précieux pour les gens qui sont oui, paumés et au moins à qui ça fait du bien de savoir qu'il y a au moins une personne qui va mieux, tu vois. c'est ça. Et je voulais le faire parce que je me disais que j'aurais vraiment aimé, moi, entendre des personnes, justement, des témoignages pour, voilà, pour que ça soit encourageant. Et c'est marrant parce que, justement, j'entendais des personnes au début qui étaient sur la fin de la thérapie, qui disaient que ça allait beaucoup mieux. Et je me disais, mais pour eux, ça a marché. J'espère vraiment que pour moi, ça va marcher. J'avais vraiment peur que ça fonctionne pas et en fait, voilà, je suis très très contente et je pense que ça peut fonctionner pour tout le monde. Voilà, Mm, faut se donner la chance et mm. s'investir dedans. Et, voilà. Et en tout cas, c'est moi qui te remercie surtout. Mille merci parce que ouais, ça fait tellement du bien. Je suis... ça, c'est vraiment un beau cadeau d'entendre dire ça. Merci beaucoup. Je vais couper et puis je te dis à très vite, puisqu'on a encore plein de trucs Oui. à voir ensemble, mais je coupe et merci d'avoir été là, Chloé.